Une bataille effrayante. 9 jours de guerre. Russia's invasion. Bref, une journée de guerre. Choisissant la guerre, c'est la guerre totale. La Russie a envahi l'Ukraine. Au loin, on entend déjà les coups de canon, signe d'un début de Troisième Guerre mondiale. Mais est-ce que c'est réellement le cas? La situation va-t-elle dégénérer en un conflit mondial? Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Quels sont les objectifs de Poutine? Qui sont les pro-russes de Donetsk et Luhansk? Et comment est-on arrivé là? Et comment ça va finir? Ces questions tourmentent beaucoup de personnes, moi inclus dedans. Et comme d'habitude, si je ne comprends pas, je vais chercher des réponses. Est-ce qu'un conflit de grande ampleur se prépare? C'est peut-être la question qui nous tracasse le plus. Personnellement, j'ai envie de savoir si j'ai besoin de me casser une jambe pour éviter mon enrôlement dans l'armée. Tout dépend de ce qu'on veut dire par un conflit de grande ampleur. Il y a clairement un potentiel pour une guerre à grande échelle. Si l'Union européenne envoie des troupes, on peut s'attendre à un enchaînement de ralliement des alliés de la Russie, comme la Chine. Et si la Chine s'implique, même que partiellement, alors les États-Unis ne pourraient rester à l'écart. C'est de même si les États-Unis s'engagent en premier. Donc si d'autres pays commencent à trop s'impliquer, une guerre de grande ampleur risque d'avoir lieu. Mais la situation actuelle va déjà avoir un effet domino sur les économies nationales et les relations internationales. C'est ce qu'on voit déjà avec les sanctions qui se font annoncer au fur et à mesure. Cette crise a vraiment commencé en novembre 2021. Bien sûr, il y a toute une histoire sur des siècles qui permet de mieux comprendre toute la situation. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Revenons à novembre 2021. C'est à ce moment-là que des satellites ont permis de voir qu'aux frontières, plus de 100 000 troupes russes et équipements militaires s'étaient rassemblés. Puis ils ont annoncé des entraînements militaires avec la Biélorussie et de leurs forces marines dans la mer Noire. C'était un peu ambigu, comme les armées de l'OTAN font annuellement des entraînements proches de ces zones-là. Est-ce que les entraînements russes n'étaient qu'une réponse à l'OTAN, ou bien est-ce que c'était un moyen de pression pour obtenir des accords avec l'Ukraine, ou encore est-ce que c'était un entraînement pour une invasion? Jusqu'à récemment, la dernière possibilité semblait trop peu probable, comme il n'y avait pas de tentative de cacher les entraînements, ce qui aurait pu permettre de prendre l'ennemi par surprise. Puis un peu après mi-février, l'administration de Biden commençait à avancer les pires scénarios possibles, d'une invasion qui semblait trop exagérée. S'il donnait des dates exactes que beaucoup n'ont pas voulu croire, c'était probablement le dernier moyen pour Biden de dissuader l'invasion. Comme vous le savez probablement, le jour J, Poutine reconnaît l'indépendance des régions de Donetsk et Luhansk qui ont connu une insurrection armée séparatiste pro-russe depuis 2014. Cette reconnaissance d'indépendance était un moyen de justification pour la Russie. Ainsi, la situation de Donetsk et Luhansk n'était plus que considérée comme une guerre civile, mais comme une guerre entre des pays, entre l'Ukraine et ses régions indépendantes. Et ainsi, la Russie s'est imposée comme un sauveur. Mais honnêtement, ces explications sur une courte période nous expliquent simplement comment cette situation s'escalade depuis quelques années. Mais ça ne nous permet pas du tout de vraiment comprendre le pourquoi du comment. Donc revenons un peu en arrière et découvrons ensemble une très brève histoire de la Russie et de l'Ukraine. En réalité, on ne peut pas résumer l'histoire de ces deux pays en quelques phrases. Les découpages territoriaux, les constructions ethniques et les pouvoirs qui ont dominé ces zones et leurs alentours sont extrêmement variés et marqués par des luttes qui se sont déroulées sur des millénaires. Mais il y a quelques détails spécifiques qui permettront de comprendre l'essentiel. Ce qu'il faut retenir au début, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de périodes stables qui ont permis la construction d'identités nationales bien définies. Par exemple, la Russe de Kiev est le prédécesseur le plus ancien de l'Ukraine et de la Russie moderne. Cette principauté a fleuri au Xe siècle et a fait de Kiev une capitale d'une des plus grandes forces du continent à l'époque. Et avant sa chute au XIIIe siècle par une invasion mongole, la Russe de Kiev comprenait la quasi-totalité de l'Ukraine, de la Biélorussie actuelle et une partie de la Russie nord-ouest. Cette principauté a joué un rôle important dans la construction de l'identité nationale de l'Ukraine et de la Russie. C'est également pour ça que le Kiev est devenu la capitale de l'Ukraine d'aujourd'hui. Depuis, ces territoires et ses voisins ont été marqués par de fortes instabilités, de guerres, d'occupations ou de différents pouvoirs partagés ou conquérir ces zones. Cette instabilité explique encore aujourd'hui une partie du conflit d'identité nationale, ethnique et des frontières. La population russe actuelle et du passé est en réalité un melting pot, un creuset culturel, où plein d'ethnicités vivent ensemble sur un territoire gigantesque.
Pour une grande partie de la population russe, le concept de la Grande Russie était la superglue qui unifiait le peuple et assurait la stabilité. Ce concept a marqué l'histoire de la Russie et a assuré son unité depuis longue date, avec le tsarisme, l'Empire russe, puis l'URSS et aujourd'hui la Russie de Poutine. Il faut comprendre que ce concept de la Grande Russie s'appuie sur un seul grand leader ayant pratiquement les pleins pouvoirs qui cherche à conserver la gloire et l'intégrité du pays, avec souvent une vision expansionniste. Avec les frontières des identités ethniques et nationales floues de la Russie et de ses pays voisins, la quête de conserver la gloire russe et l'intégralité de la Russie pose des problèmes énormes. Lorsque l'URSS commençait à s'affaiblir, il y a eu une montée de nationalisme dans de nombreuses zones de la superpuissance. Ces montées de nationalisme s'expliquent par plein de choses, mais on y trouve un mélange de personnes qui voulaient simplement être indépendantes de l'URSS, de personnes fières de leur héritage historique, de personnalités politiques qui utilisaient l'opportunité pour gagner plus de pouvoir, mais il y avait aussi des pro-russes, que ce soit pour l'identité nationale ou pour des raisons économiques et politiques. La Yougoslavie est l'exemple parfait de ces complexités. Ce pays n'a jamais voulu exister, mais le pouvoir en a décidé autrement. Puis après des guerres civiles et des génocides, le pays s'est éclaté. En décembre 1981, 90% de la population ukrainienne a voté lors d'un référendum national en faveur de l'indépendance de l'État. L'Ukraine s'est donc détachée de l'URSS et en 1994, la Russie reconnaît l'indépendance et la souveraineté ukrainienne dans ses frontières actuelles en signant le mémorandum de Budapest. Mais le référendum de 1991 n'était pas une question d'identité nationale, mais plutôt un rejet de l'ère soviétique et de l'URSS. Une étude de 2012 montre bien ce problème. Il existe 6 récits différents sur le concept national ukrainien et de son identité, dont 5 qui se reposent sur des identités ethniques rigides qui s'opposent fortement aux autres récits. On a tous appris à l'école que quand le drapeau soviétique est tombé, que ça a été la fin de la guerre froide. Mais quand l'URSS a perdu la guerre froide, ce n'a pas été une réelle victoire écrasante pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une bataille finale où les vainqueurs ont pu prouver leur supériorité et soumettre l'ennemi. Il n'y a pas eu un réel renversement de l'élite et des dirigeants de l'URSS. Après sa chute, de nombreux dirigeants soviétiques sont restés dans des positions de pouvoir. Et donc l'OTAN, créée en 1949 pour défendre l'Occident de la menace soviétique, a continué sa mission de rapprocher ses boucliers militaires sur des dangers potentiels. Or, de nombreux pays ex-soviétiques ont eu besoin de ressources et d'alliés. Et ils ont, au fur et à mesure, intégré l'OTAN et l'Union européenne. Ainsi, la Russie voyait la distance entre les bases militaires de l'OTAN et Moscou rétrécir. Et c'est à partir de là qu'on rentre dans le sujet de ce qui se passe réellement aujourd'hui. Mais attends, avant qu'on parle de l'Ukraine, je veux parler d'une arme essentielle dans toute cette histoire, la bombe nucléaire. La guerre froide avait mené à une course à l'armement nucléaire. Il y a eu plein de traités pour mener au désarmement des bombes nucléaires. Mais personne n'a envie d'être sans bombe nucléaire si l'autre en a. Ce n'est qu'en s'approchant de la fin de la guerre froide que les pays font un effort pour drastiquement réduire le nombre de têtes nucléaires. Attends. Malheureusement, il y a un mais. Sachant qu'avant la technologie militaire n'était pas aussi développée, il y avait un intérêt d'avoir des grosses bombes qui explosent tout, comme on ne savait pas très bien viser avec ces bombes. Donc il fallait mieux avoir une bombe qui rase tout. Depuis la guerre froide, les programmes d'armes nucléaires n'ont pas cessé. Le nombre de têtes nucléaires a bel et bien réduit, mais leurs capacités ont évolué. Ils sont aujourd'hui bien plus puissants, bien plus précis, peuvent viser des structures bunkerisées plusieurs dizaines de mètres sous le sol, ils peuvent survoler des milliers et des milliers de kilomètres et sont en plus bien plus compacts. En 2014, l'armée américaine dépensait autant sur les armes nucléaires qu'à la fin de la guerre froide, pour autant qu'il en possède des milliers en moins. Quant à la Russie, le Kremlin a pris la même stratégie. Et je croyais que la guerre froide était finie. Bon, revenons sur l'Ukraine. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie a essayé de conserver sa sphère d'influence et de créer des zones tampons avec l'OTAN et les États-Unis. Pour conserver son influence en Ukraine, la Russie est prête à tout. Надо вот что сделать. Ответить на 11-й вопрос, который звучит следующим образом. Что в переводе с греческого языка означает мономах? Однолюб, единоборец, мученик, единодержав. Моно, безусловно, один, един.
Единомах. Мах. У вас больше Мах. нет подсказок. Александр Мах. Владимирович. Люб. 64 тысячи рублей. Д. Да? Един державный? Да. 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 И только да. Судя по паузе, угадал. Б. Единоборец. En 2010, le président pro-russe Yanukovych est de retour. Juste après sa nomination sur des promesses de se rapprocher de l'Union européenne, son opposant Tymoshenko, qui était sincèrement pro-européenne et a failli le battre dans les élections, devient une prisonnière politique, ce qui sévère les relations avec l'Union européenne. En 2013, Yanukovych va encore une fois à l'encontre de ses promesses électorales et décide plutôt de s'approcher de la Russie. Cela mène aux manifestations d'Euromaidan qui ont duré 4 mois et qui finissent par renverser le gouvernement. Yanukovych s'enfuit en Russie et en 2019, il a été condamné pour la trahison de la population en faveur de la Russie par la Cour de justice en Ukraine. Pendant le désordre des manifestations d'Euromaidan, la Crimée a été annexée par le Kremlin, ce qui allait à l'encontre du mémorandum de Budapest. C'est également à ce moment-là que des conflits armés commencent dans la région de Donbass par les séparatistes Donetsk et Louhansk. À cause des manifestations d'Euromaidan, d'autres manifestations ont émergé dans les régions russophones d'Ukraine. Ces mouvements spontanés et auto-initiés étaient motivés par l'anxiété du peuple après la victoire du mouvement d'Euromaidan dans la capitale. Cette anxiété était motivée par la crainte d'une suppression de la langue russe par le gouvernement qui réduirait son usage dans les écoles, les entreprises et les médias. Le gouvernement ukrainien a rejeté les manifestations comme des provocations organisées par des agitateurs pro-russes et des agents des services de renseignement de Russie. Les services de renseignement russes ont peut-être joué un rôle dans la formation des manifestations, mais le mécontentement et la colère du peuple semblaient authentiques et cohérentes avec les divisions politiques et ethniques du pays. Certains citoyens russes auraient été payés pour traverser la frontière et participer à ces événements, alors que d'autres Russes sont probablement venus aider la cause de leur propre gré. Mais la plupart des manifestants étaient des Ukrainiens locaux. Une première vague d'activité a eu lieu au début du mois de mars, avec une série de grandes manifestations organisées par des protestataires pro-russes, pour la plupart non armés. Alors que l'annexation de la Crimée était déjà en cours, les manifestants ont saisi des bâtiments de l'administration régionale Est et ont exigé un référendum. Au cours de cette période, des appels de référendum ont été lancés l'un après l'autre. Le premier portait sur le problème initial, à savoir garantir les droits des minorités ethniques russes par le biais de fédéralisation. Et le second portait sur une cession potentielle de la région de Louhansk à la Russie. Jetons un coup d'œil à la manière dont cette deuxième demande de référendum a émergé. Au fil du temps, l'intensité de la situation s'est intensifiée. Le gouvernement ukrainien a essayé de réprimer la situation de plus en plus intense et a arrêté les leaders des mouvements, en même temps que les manifestants demandaient un référendum. Les figures de proue arrêtées ont été remplacées par des leaders plus virulents, dont certains avaient des liens étranges avec la Russie, comme Strelkov, vétéran de l'armée russe, ancien membre du service fédéral de sécurité et agent présumé des services secrets militaires russes. Plutôt que d'attendre l'organisation d'un référendum sur le statut des régions, les nouveaux responsables du mouvement, notamment Strelkov et son camarade Igor Betzler, ont pris d'assaut les bâtiments de l'administration locale et ont proclamé l'indépendance des territoires qu'ils contrôlaient. Rappelons que les protestations initiales visaient à reconnaître l'héritage russe de certains Ukrainiens et à les protéger par un État fédéral. Mais lorsque Strelkov était à la tête des mouvements et a déclaré la République de Donetsk, il a fait passer la cause de la fédéralisation à la sécession pure et simple des régions de l'Ukraine. Finalement, un référendum a été organisé, mais en Crimée, qui était déjà annexée par la Russie. De nombreux pays ont dénoncé l'ingérence de la Russie, comme son annexion militaire, et il y a également eu des allégations de fraude et un boycott de la part des non-votants.
Il y a bien eu des fraudes, mais de nombreux Criméens sont favorables à la Russie. En 2010 et 2011, le programme des Nations Unies pour le développement a réalisé des enquêtes trimestrielles en Crimée, qui ont montré qu'entre 65 et 70% des Criméens étaient favorables à l'adhésion à la Russie. 2 mois après l'annexion, un sondage indépendant réalisé par Pew Research a montré des résultats similaires, à savoir que les Criméens sont favorables à l'idée de quitter l'Ukraine et de rejoindre la Russie. Cependant, cette même étude met également en évidence ceux dont nous avons parlé précédemment. Ces mouvements séparatistes à l'Est, à Donetsk et à Louhansk, ne représentent pas la population. Même les russophones qui vivent principalement dans ces régions veulent que l'Ukraine reste unie. Bien qu'il doit y avoir quelques séparatistes qui sont ukrainiens, en 2014, il y avait déjà des doutes sur les origines ukrainiennes des leaders Strelkov et Betzler. Et en 2019, le journal d'investigation Bellingcat montre comment la Russie a délivré de faux passeports à ses agents en Ukraine, dont un des leaders d'indépendance, Betzler. Pendant que la situation s'empirait, la Russie a envoyé des armes militaires pour armer les pro-russes, ce qui a conduit à des conflits armés et a causé l'abattement du vol commercial MH17 et donc la mort de 298 passagers, majoritairement néerlandais. Mais les corps qui gisent au sol ne laissent aucun doute. Il y a des passagers. Bon, il y a des pro-russes en Ukraine, mais la majorité des russophones ukrainiens préfèrent être dans l'Ukraine. Mais Poutine a essayé d'imposer sa version des faits. La propagande russe évoque un génocide sur la population russe et que la Russie s'oppose au gouvernement nazi de l'Ukraine. Mais en réalité, il a poussé la situation en Ukraine jusqu'à une guerre civile et joue sur l'ethnicité russophone d'Ukrainiens pour justifier l'invasion auprès de la population russe. Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу. C'est l'élection de Zelensky en 2019 qui marque un tournant fort pour les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les meetings entre les dirigeants européens et l'Ukraine se multiplient et inquiètent Moscou, car le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne pourrait mener à des investissements pour exploiter le gaz. L'Ukraine détient la deuxième plus grande réserve de gaz connue en Europe, mais est incapable de l'exploiter comme l'économie ukrainienne n'a pas les moyens de construire l'infrastructure d'exploitation nécessaire sans des investissements venant d'ailleurs, comme l'Europe. Par peur de voir disparaître sa zone tampon avec l'OTAN, par l'extension de l'UE, et de voir la chute de son pouvoir géopolitique en tant que fournisseur de gaz majeur de l'Union européenne, Poutine lance l'invasion quand l'Europe et les États-Unis semblent toujours être préoccupés par la pandémie du coronavirus. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. Certains voient une faiblesse dans les menaces nucléaires de Poutine, comme s'il est dos au mur. Il est certain que la situation ne se passe pas entièrement comme prévu pour la Russie, comme l'invasion était censée être une ligne droite à Kiev pour gerer le gouvernement, mettre en place un gouvernement marionnette pro-russe, puis de partir. Mais Poutine fait actuellement face aux limites de sa propre propagande. Je vous ai parlé de l'histoire commune entre la Russie et l'Ukraine. Cette histoire commune est employée par le Kremlin pour justifier la guerre dans la Novorossia, la Nouvelle-Russie. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que l'Ukraine est bel et bien un pays à part avec sa propre histoire. Que ça soit son histoire en tant que territoire sous l'URSS, qui a subi la génocide de l'Holodomor, ou ses multiples manifestations, comme les manifestations de l'Ukraine sans Kouchma, la Révolution Orange, ou encore les manifestations pour et contre l'Euromaidan. Et cette guerre ne va qu'amplifier l'identité nationale de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays multiethnique, mais ça fait partie du pays et de ses fiertés. C'est pour ça que les citoyens ukrainiens, dont les russophones, n'hésitent pas à défendre leur pays. L'invasion russe voit donc une forte opposition de la population ukrainienne et les sanctions se multiplient. Il est certain qu'ils ont eu un effet sur l'économie de la Russie, avec le rouble qui connaît une chute historique. Mais si vous pensez que la Russie a déjà perdu,
Détrompez-vous. Car depuis longue date, la Russie a transformé son économie pour pouvoir résister aux sanctions. Comme une alternative au réseau SWIFT, qui permet aux banques de faire des transactions internationales. Ça fait des années que la Chine et la Russie ont développé des alternatives, mais aussi leurs connexions. Xi Jinping et Poutine ont des relations fortes. Ils se sont vus plus de 30 fois. Un nombre élevé pour des dirigeants de pays. Et ils se qualifient de meilleurs amis qui partagent leurs petits secrets. Apparemment, la Chine aurait demandé à la Russie d'attendre la fin des Jeux Olympiques avant de commencer l'attaque et a conseillé aux Chinois en Ukraine d'afficher leur drapeau national pendant l'invasion pour que la Russie les épargne. Bien évidemment, le meilleur ami de Poutine ne lui imposera pas de sanctions. En plus, ça fait depuis les années 2000 que la Russie a réduit sa dette et a drastiquement augmenté ses réserves internationales, majoritairement sans le dollar. Ça, c'est pour pouvoir encaisser des sanctions sur le long terme. En plus, il ne faut pas oublier que de nombreux pays sont dépendants des ressources de la Russie. La Russie produit 10% du pétrole mondial et fournit 40% du gaz européen. Elle est le premier exportateur mondial de céréales et d'engrais, le premier producteur de palladium et de nickel, le troisième exportateur de charbon et d'acier, et parmi les 3 plus gros producteurs d'aluminium dans le monde. Les sanctions auraient donc aussi un gros impact sur l'économie mondiale et aussi dans l'Union européenne. C'est pour ça que les sanctions sur la Russie ne sont que des demi-sanctions et qu'on n'ose pas de le jeter totalement du réseau SWIFT. We have to get rid of Russian fossil fuels as soon as possible. It's a very difficult situation that in one hand we have these financial sanctions that are very hard, but in the other hand we are supporting and actually financing Russia's war to purchasing oil, gas and other fossil fuels from Russia. Je vois donc plusieurs fins possibles à cette situation. De maintenir les troupes russes en Ukraine à long terme fragiliserait trop la Russie. Donc ils chercheront à mettre en place un état fantoche pro-russe, mais comme on a vu, les Ukrainiens sont une population active qui se battent pour ce qu'ils veulent et qui chercheront à expulser la marionnette russe. Par des négociations, le Kremlin se retire sous condition que certains territoires, comme la Crimée, seraient reconnus internationalement comme russes, avec d'autres conditions comme la démilitarisation de l'Ukraine. Dans ces deux cas, Poutine aurait eu ce qu'il voulait initialement. Conserver sa zone tampon avec l'OTAN, comme l'Ukraine serait totalement déstabilisée, que son intégration dans l'Europe est pratiquement impensable. То есть, если Украина получает ПДЧ в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. Dans le pire des cas, la guerre s'empire et Poutine cherchera désespérément à affirmer sa force et la gloire de la Russie. Il ne lâchera pas l'affaire, quoi qu'il en coûte. Dans ce cas-là, d'autres pays risqueront d'intervenir et je ne peux qu'imaginer comment on appellera cette situation dans les livres d'histoire à venir. Mais le plus important, c'est que même si Poutine n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, les vrais perdants dans cette guerre sont les personnes impliquées qui n'en ont jamais voulu. Les Ukrainiens, civils et soldats morts, les soldats russes qui ont cru la propagande, les familles ukrainiennes déchirées, leurs maisons réduites en tas de cendres et toutes les autres souffrances qu'implique la guerre. Et tout ça à cause de ce connard. Bon, j'espère que cette vidéo permet de mieux comprendre le contexte et la situation en Ukraine. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou mettre un pouce bleu. Par contre, je voulais parler de plein d'autres points, mais comme la vidéo est déjà bien trop longue, je tenais à vous dire de quoi je n'ai pas pu parler. L'enjeu majeur que joue la région d'Oblast pour l'accès à l'eau potable dans la Crimée, annexée par la Russie, et les conflits que ça engendre. Les dégâts environnementaux de cette guerre. La propagande ukrainienne, les lacunes démocratiques en Ukraine avant cette guerre, et la propagande russe qui nous a envahis, comme le sophisme de whataboutism sur l'Occident et les États-Unis.